plaisir aujourd'hui d'être avec M. François Saillant, qui est auteur de ce livre, Dans la rue. Bon, je ne me suis pas encore présentée. Maude Cournoyer-Gendron, je suis professeure en géographie ici au Cégep. On m'a gentiment demandé d'animer ce mon petit entretien sur le livre de M. Saillant, donc Dans la rue, une histoire du frappru et des luttes pour le logement au Québec. Donc, M. Saillant, je vais dire quelques mots sur vous, puis après, je vous envoie la balle. A été, en fait, coordonnateur et porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le frappru, durant 38 ans. Il a été animateur du regroupement de solidarité avec les Autochtones, membre fondateur de Québec solidaire. Donc, a reçu plusieurs prix qui reconnaissent sa contribution sur la question du logement au Québec. Puis, a été l'auteur de ce livre, le dernier paru en 2024 aux éditions Éco-Société, mais de plusieurs autres, notamment Lutter pour un toit, une brève histoire de la gauche politique au Québec, notamment. Bon, c'est un livre qui est assez à propos là, dans la situation de crise du logement actuel au Québec, puis on va y revenir, dans le fond, tout au long de la conférence. J'avais envie de vous proposer une discussion qui se déroulerait en 3 moments. Donc, d'abord, on va parler un peu du parcours de M. Saillant, dans le fond, de la naissance du frappru, ses motivations à joindre ce mouvement-là. Ensuite, on va parler du livre de manière plus générale, donc de cette histoire des luttes, cette histoire des politiques publiques en matière d'habitation et de logement. Mais aussi, on va terminer peut-être avec une espèce de parallèle sur la crise actuelle, un peu constater, en fait, tirer des leçons peut-être des crises du passé pour éclairer celles plus actuelles, puis ouvrir peut-être sur quelques solutions que vous voyez, M. Saillant. Donc, si on peut, dans le fond, la première question que j'ai envie de vous poser, on a des étudiants et étudiantes qui sont au cégep, qui ont entre 18 et 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de vos motivations, de vous replonger en fait, au moment où vous-même aviez 18 ou 20 ans, quelles étaient vos motivations et qu'est-ce qui vous a mené, en fait, la trajectoire qui vous a mené au frappru? Je viens pas de Montréal, je viens pas de la Rive-Sud. J'ai resté aux 2 endroits, mais je viens de Québec. C'est à Québec que j'ai fait mes études au cégep Limoilou. On était vraiment au tout début de la période des cégeps. Avant ça, on était dans un autre système, mais dans 68, il y a eu un changement qui fait en sorte qu'on a inventé qu'on a démarré les cégeps. Moi, j'étais à celui de Limoilou. À cette époque-là, j'étais inscrit en lettres françaises. Sauf que j'ai eu assez tôt l'idée de faire du journalisme, de dire, je vais faire en sorte de faire mon cégep pour aller en journalisme à l'université. Ce que j'ai fait mon cours à l'université, j'ai un bac de l'Université Laval en journalisme. Sauf que j'ai jamais, de façon professionnelle, fait du journalisme. Ce que j'ai fait plutôt, c'est que, quand j'étais à l'université, c'était un milieu assez contestataire à ce moment-là. Et ce qui m'intéressait à l'université, c'était plus les rencontres que j'avais avec d'autres étudiants, les recherches que je pouvais faire à la bibliothèque de l'université. Et à ce moment-là, avec des groupes avec lesquels on se tenait, on s'est dit, tout le monde, on se disait, ça nous tente-tu vraiment de faire du journalisme officiel? C'est-tu vraiment ça qu'on veut faire dans la vie? De telle sorte qu'en sortant de l'université, on a parti un petit collectif qui produisait des vidéos on n'était pas... Quand on parle de vidéos, là, imaginez-vous pas des choses qui vont sur YouTube maintenant, là. Ça n'a strictement rien à voir. C'était des vidéos avec une bande que tu filmais avec des caméras qui pesaient une tonne. On produisait des vidéos et les sujets sur lesquels on est tombé, il y avait des sujets de lutte ouvrière, parce qu'il y en avait quand même beaucoup à cette époque-là, mais aussi de lutte urbaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à des sujets comme la rénovation urbaine, le réaménagement urbain de Québec, qui a vraiment été très affecté par ça, et les problèmes de logement aussi. Et
Bon, suite à ça, ce projet-là, il y avait du financement qui venait du gouvernement du Québec. À un moment donné, il n'y avait plus de financement possible. Et quand le projet a pris fin, bon, j'ai dit, qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant? Et c'est là que j'ai vu une job qui s'ouvrait dans un tout nouveau regroupement qui est né à l'automne 1978. C'est pour vous dire l'âge que j'ai. 1978. Et moi, j'étais en 79, je me cherchais un emploi. J'ai vu qu'il y avait un emploi offert d'abord pour s'occuper du FRAPRU. Le regroupement en question, c'était le FRAPRU. Et après ça, je suis rentré là à Québec, je suis déménagé à Montréal, je suis devenu coordonnateur national et j'ai fait ça jusqu'en 2016. Donc, pour vous dire, je n'ai pas grand-chose à voir avec le journalisme, mais j'en ai toujours fait à côté de façon militante. Mais ça, c'est autre chose. Parlons du FRAPRU. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter sa mission, ses valeurs et peut-être aussi le contexte qui a mené à la naissance de ce regroupement-là? D'abord, est-ce qu'il y a des gens parmi vous autres qui ont déjà entendu ce mot bizarre-là, FRAPRU? Il y en a peu. Normalement, vous devriez en entendre parler en fin de semaine parce qu'il y a une grosse action du FRAPRU qui a lieu à Québec, qui est un camp où il devrait y avoir 200-300 personnes qui couchent sur place dans un parc de la Ville de Québec, un parc de la Haute-Ville à proximité de l'Assemblée nationale. Bon, je me ramène à... C'est quoi le FRAPRU? D'abord, c'est un regroupement. C'est un regroupement de groupes locaux qui font des pressions. Le but, c'est de faire des pressions pour que la voix des citoyens, des citoyennes puisse être entendue, voix des citoyens et citoyennes, des quartiers populaires en particulier, puissent avoir voix au chapitre, parce qu'on sait que autant les questions urbaines, de développement urbain, que les questions de logement, les gens qui vivent ces situations-là, qui vivent dans ces endroits-là, c'est pas eux autres qui ont leur mot à dire. Et c'était le cas notamment... Quand le FRAPRU est venu au monde, on venait de traverser une période, je faisais référence tout à l'heure, de rénovation urbaine. C'était quoi la rénovation urbaine? En principe, ça a commencé dans les années 50. Le gros, ça a été les années 60-70. Le principe des gouvernements là-dedans, c'était de dire il y a trop de taudis. On va lutter contre les taudis pour faire en sorte que les gens soient mieux logés. Intention noble, s'il en est une. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on profitait de la démolition de ces taudis-là pour remplacer par d'autres choses. Notamment à Montréal, si vous regardez, par exemple, l'ancien édifice, celui qui est à côté, là, la grosse tour de Radio-Canada, bien, cette grosse tour-là, on a démoli un quartier complet qui s'appelait le Faubourg Amelas pour construire cette tour-là. Ça s'est reproduit avec les autoroutes. L'autoroute Est-Ouest, notamment, qui est l'autoroute Ville-Marie maintenant, ou Notre-Dame un peu plus loin. Bien, on a démoli des milliers de logements pour faire cette autoroute-là. Et heureusement, il y a eu des luttes qui ont empêché que la démolition aille plus loin, notamment dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Mais bref, tu démolissais, et ça se reproduisait, bien, évidemment, à plus large échelle, à Montréal, Québec et Hall, qui est maintenant Gatineau, où là, vraiment, on a démoli de façon massive. C'était soit pour des édifices gouvernementaux, des équipements gouvernementaux, beaucoup d'autoroutes, parce qu'on rentrait dans la période où l'essentiel, c'était la question de l'auto individuel, et pour répondre à l'auto individuel et au fait que les gens demeuraient de plus en plus loin des centres-villes, bien, il fallait les amener à leur travail, donc on construisait des autoroutes. Suite à ça a duré à peu près jusqu'à vers le milieu des années 70. Suite à ça, l'approche des gouvernements a changé. On s'est dit, on va rénover, on va améliorer les quartiers, on va réaménager les quartiers pour qu'ils soient plus beaux, et on va améliorer les logements aussi, on va rénover des logements. Là aussi, belle intention sur papier, sauf que dans les faits, les gens qui vivaient dans les quartiers, quand il y avait une rénovation de leur logement, ça faisait monter les loyers. Je dis ça faisait, c'est encore ça maintenant. Ça faisait monter les loyers, et le résultat, c'est que les gens qui autrefois devaient quitter en raison des démolitions, bien, cette fois-ci, ils devaient quitter en raison de rénovation ou d'amélioration des quartiers. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des groupes sur le terrain, des groupes d'un peu partout à travers le Québec qui luttaient contre ces phénomènes-là, qui se sont dit, il faudrait qu'on ait un meilleur rapport de force.
Et il y a eu un colloque qui a été organisé à l'automne 1978 pour se poser la question comment on fait pour avoir un meilleur rapport de force. Et c'est là qu'est née l'idée de créer ce qui s'est appelé par après le FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. C'est là, à un moment donné, bon, le FRAPRU existe encore, est encore extrêmement actif, mais évidemment, ça a changé au fil des ans, ça a évolué. Ce qui était très petit au départ est devenu de plus en plus gros au fil des ans, de telle sorte que... Et a commencé aussi à faire des actions de plus en plus importantes. On parle de manifestations, on parle d'occupation de bureaux, d'occupation de bâtiments, d'occupation de terrains qui sont vacants, de pétitions. Le registre des actions, il est... en autant qu'on puisse avoir de l'imagination, on essaie de penser à des choses. Et je vous parlais tout à l'heure du camp qui va se dérouler en fin de semaine à Québec. Ce n'est pas le premier de l'histoire du FRAPRU. Notamment, on en a organisé un. Je vous expliquerai tout à l'heure l'enjeu. Mais c'était lors d'un budget du gouvernement fédéral qui, à l'époque, était le principal bailleur de fonds pour le logement social. Et il y avait des coupures qui avaient été faites l'année précédente. On craignait des coupures. Et là, on avait été campé direct en dessous du Parlement fédéral. Si vous êtes déjà allé à Ottawa, si vous voyez les photos d'Ottawa, mais on était direct sur la rivière. Il y avait des glaces à ce moment-là sur la rivière. On était là. Je dis il y avait des glaces parce qu'essayez plus ça maintenant, parce que ça, à cause du réchauffement climatique, des changements, de la crise climatique qu'on connaît, bien, ça ne glace plus ce coin-là. Mais à l'époque, ça glaçait. Donc, on avait érigé un camp là. On en a fait devant par l'Assemblée nationale à Québec. On en a fait, et il s'en fait encore un à Québec là. Et ces camps-là, c'est des camps où tu réunis du monde, tu as des activités communes, tu as des actions communes qui sont organisées, tu as des ateliers de formation, tu as des conférences comme celles qu'on a aujourd'hui. C'est grosso modo là, tout ce qu'on fait. Mais tout ça fait en sorte que le FRAPRU est devenu de plus en plus connu. Médiatiquement, on était, à un moment donné, on a pris vraiment beaucoup d'importance dans les médias, de telle sorte qu'on avait l'idée qu'on avait d'avoir un meilleur rapport de force. C'est ce qui est devenu. Et ce qu'on s'est aperçu rapidement, c'est que quand tu veux parler d'un problème, il faut que ce problème-là, que tu puisses le faire voir. Parce qu'une des grosses difficultés dans le domaine du logement, tu sais, ce qui vit dans un logement, souvent, ça se vit dans entre les quatre murs de la maison. C'est très privé ce qui se vit dans un logement. Combien tu payes de loyer? Quel sacrifice tu es obligé de faire pour payer ton loyer? La situation dans laquelle, de nervosité, de stress dans laquelle tu te retrouves parce que tu dis comment je vais réussir à payer d'ici la fin du mois. Bien, tout ça, tu vis ça dans le privé. Nous autres, notre défi, c'est de rendre ça visible. D'où l'idée de faire des actions, d'être là. Et cette base-là, bien là, on réussit à un moment donné à attirer l'attention. Et c'est ce qui fait que ça l'a obligé, des fois, pas toujours, les gouvernements à bouger. J'ai parlé beaucoup, hein? C'est parfait. Dans votre livre, on voit vraiment un peu, dans le fond, l'évolution de ces luttes-là à partir des années 40, donc avant la création du FRAPRU. Puis, on va jusqu'aux années 2023 avec des nouveaux enjeux de marchandisation du logement, la crise de l'itinérance actuelle, donc l'arrivée de la CAQ au pouvoir, etc. On voit aussi... la trajectoire, en fait, les impacts que le FRAPRU et ses alliés ont pu avoir sur les politiques en matière de logement au fil du temps. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des principaux, je ne sais pas comment les appeler, les principaux impacts, les principaux gains que le FRAPRU et ses alliés ont pu avoir sur les politiques en matière de logement, soit au niveau provincial ou fédéral? Je vais répondre curieusement à la question, parce que je vais commencer par la pire défaite. Puis là, je vais arriver à la victoire par après. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, le gouvernement fédéral, c'était lui qui finançait le gros qui venait du financement pour du logement social. Du logement social, c'est quoi? L'idée du logement social, c'est du logement sur lequel personne ne fait de profit. C'est du logement qui est sans but lucratif ou à but non lucratif, selon ce qu'on aime comme formule.
Et c'est du logement qui est des propriétés collectives, soit une propriété publique. Vous connaissez sûrement ce qu'on appelle des HLM, des habitations à loyer modique. Ça, c'est des propriétés publiques. Il y a aussi des coopératives d'habitation. Des coopératives d'habitation, c'est des groupes qui se mettent ensemble pour prendre en charge leurs conditions de logement. Donc, ils ont des subventions, ils deviennent propriétaires de leur logement, pas individuellement, mais collectivement, c'est-à-dire que c'est la coopérative qui est propriétaire. Mais les locataires, par ce biais-là, peuvent décider, par exemple, quelle augmentation de loyer qu'on se donne cette année. Ce n'est pas un propriétaire qui décide de ça, c'est les membres qui décident de ça. Quels travaux de rénovation on a besoin, puis quels travaux sont les plus urgents, lesquels qu'on fait en premier, lesquels qu'on attend un peu, c'est les locataires qui décident de ça. Fait que ça, c'est l'autre formule. Il y a une autre formule qui est ce qu'on appelle des OBNL ou des OSBL d'habitation. Et dans ce cas-là, c'est des organismes, souvent des organismes du milieu, qui créent un OSBL pour s'occuper de problèmes particuliers. Par exemple, tu peux identifier que dans notre milieu, il y a un problème d'itinérance. Et ça, maintenant, tu peux dire que c'est partout, qu'il y a des problèmes d'itinérance partout à travers le Québec, juste savoir le nombre de campements de sans-abri qu'il y a partout à travers le Québec. Tu peux dire, bon, ce qu'il faut, on a besoin de logements pour les sans-abri, avec une aide pour ces gens-là. Et là, tu pars un OSBL sur cette base-là. Les locataires ont leur mot à dire là-dedans. Ils peuvent être membres du conseil d'administration. Donc, c'est ça. Le logement social, c'est du logement qui échappe à la logique du marché et à la logique du profit. Et là, le gouvernement fédéral, pendant plusieurs années, il s'est financé jusqu'à 10 000 logements par année au Québec, financés par le gouvernement fédéral, des logements de type HLM, coopérative ou OSBL d'habitation. Sauf qu'au début des années 90, c'était un gouvernement conservateur qui était là, mais vous allez voir que ça ne veut rien dire que ce soit conservateur ou libéral, parce que ce qui est arrivé, donc il y a eu des coupures dès le début des années 90. On a réduit les sommes qu'on octroyait pour de nouveaux logements sociaux. Donc, ça voulait dire, si tu réduisais les sommes, bien, il s'en faisait moins. Et il s'en faisait de moins en moins. Donc, il y a eu des coupures dans le budget de 90, de 91, de 92. Et éventuellement, en 93, le gouvernement fédéral s'est retiré de ça. Et comme je vous disais, il y a pas, mais je ne vous le disais pas dans ces termes-là, mais il n'y a pas un logement social qui se réalisait au Québec sans apport de fonds du gouvernement fédéral. Donc, quand il s'est retiré, on était rendu avec un gros zéro. L'horizon là, pour le logement social, l'horizon pour les personnes mal logées ou sans-abri, c'était, en termes de logement social, c'était zéro. Et donc, c'est la pire défaite. Puis on s'est battu, pourtant on a fait toutes sortes de choses. On a essayé de faire des liens, ça a plus ou moins marché à ce moment-là, avec des groupes du reste du Canada pour que la pression vienne de partout. Toujours est-il qu'on n'a pas empêché le gouvernement conservateur d'abord et le gouvernement libéral qui a pris la relève en chemin de se retirer du logement social. Donc ça, c'est la pire défaite. Là, tu te retrouves, tu n'as rien. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on est allé, on a continué à dénoncer le retrait du gouvernement fédéral, on a continué à faire des actions à Ottawa, mais on s'est dit, il faut aussi que le gouvernement du Québec, qui a toujours été en attente du financement fédéral, pourquoi il n'y a pas ses propres programmes? À ce moment-là, ça existait déjà dans d'autres provinces, en Ontario notamment et en Colombie-Britannique. Et là, on s'est mis à faire des pressions sur le gouvernement québécois pour qu'il finance son propre programme de logement social. Et ça l'a donné, après des années de bataille, ça a commencé en 1994, ça s'est terminé en 1997. Je sais que ça s'est terminé, cet épisode-là s'est terminé parce que la lutte, elle, a continué. Mais en 1997, suite aux pressions du FRAPRU, mais aussi du reste du milieu communautaire en habitation, bien, on a convaincu de créer un programme de logement social québécois qui s'est appelé, qui s'appelle encore, mais ça achève, Accès Logis. Ce programme-là a permis la réalisation d'à peu près, grâce à ce programme-là et grâce aux luttes qu'on a menées, bien, aujourd'hui, il y a 40 000 ménages qui habitent dans des logements de bonne qualité où ils ont leur mot à dire sur leurs conditions de logement. Donc, c'est un gain qui est énorme. Ça ne compense pas, parce que c'est sûr que ça en est fait moins quand c'était le Québec tout seul que quand Ottawa était là. Ça n'a pas
complètement compensé, mais ça fait quand même que ça, on peut dire, bien, on a réussi. Puis si on n'avait pas fait ces pressions-là, c'est très clair que ça ne serait pas fait d'avoir ces 40 000 logements-là qui se sont réalisés et se réalisent encore du logement social. C'est de plus en plus compliqué, de plus en plus dur, de plus en plus cher, et y compris pour les loyers que les gens doivent payer, mais ça se fait encore. Et si on n'avait pas à ce moment-là eu ce gain-là, je ne suis pas sûr qu'on parlera encore de ça. Merci. Au fil des années, le Frappru a vraiment réussi à se construire comme un acteur majeur, comme un incontournable des questions de l'habitation. Vous avez parlé du rapport de force, là, en fait, qui était même voulu, qui était à la naissance du Frappru, pour, en fait, faire voir l'enjeu du logement, donc, et faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des changements. Vous avez parlé de quelques-unes de vos actions. Je sais qu'il y a un vaste répertoire. En lisant le livre, je me suis rendu compte que des fois, ça va de la manifestation théâtrale, des campements dans l'espace public, comme vous l'avez mentionné, parfois la rédaction de politiques à la place du gouvernement pour les proposer. Et j'ai même vu un tribunal populaire. Vous avez aussi été délégué, dans le fond, vous avez fait des représentations devant l'ONU. En fait, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des actions qui étaient, selon vous, les plus mémorables ou qui ont eu le plus d'actions? Bien, c'est sûr, je parlais tout à l'heure du camp qu'on avait fait à Québec devant l'Assemblée nationale. Il faut dire, c'est en 1994. En 1994, il y a eu un changement de gouvernement. En septembre 1994, c'est le Parti québécois qui a été élu, Parti québécois sur lequel on avait fait des pressions directement alors qu'il était dans l'opposition. Je me souviens qu'on a fait une manifestation à la porte de la permanence du Parti québécois 6 mois avant les élections. À ce moment-là, il y a peu de groupes qui faisaient ça, d'écœurer des partis d'opposition, mais nous autres, on voulait qu'ils s'engagent. On était tellement dans une situation désespérée avec le retrait fédéral, on voulait qu'il y ait des engagements qui se prennent. Le Parti libéral de Robert Bourassa, si le nom vous dit quelque chose, ce parti-là ne voulait rien savoir. Donc, à un moment donné, des attentes se reposaient sur l'opposition. On a fait des pressions ils ont pris des engagements. Et après ça, on s'est dit, c'est bien beau, ils ont pris des engagements. Mais c'est juste des engagements électoraux. Ça ne garantit pas qu'il va y avoir un logement au bout de ça. Là. De telle sorte que là, dès l'entrée au pouvoir de ce gouvernement-là, on a décidé de faire un bidonville devant l'Assemblée nationale. Ce bidonville-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher, vous savez, les grands panneaux électoraux qu'à chaque élection que tu as. On est parti le lendemain matin de l'élection de bonne heure. Avant que les partis commencent à enlever leurs propres panneaux, on est allé les enlever nous autres-mêmes et on a construit des cabanes avec ça, de telle sorte qu'il y avait des gros panneaux électoraux, des cabanes construites avec une dizaine de panneaux électoraux chaque. Et c'est ce qu'on a construit devant l'Assemblée nationale. Évidemment, ça a attiré l'attention publique et c'est ce qu'on voulait, d'attirer l'attention publique et de mettre le gouvernement un peu mal à l'aise. Et effectivement, suite à ça, il a confirmé qu'il allait aller de l'avant. Mais confirmer qu'il allait aller de l'avant, encore là, il avait promis, c'était petit, là, 1500 logements sociaux par année pendant 5 ans. Par année pendant 5 ans. Or, quand il a annoncé le programme, c'était plus rendu un programme par année pendant 5 ans, c'était rendu un programme une fois. Donc, 1500 logements une fois. Pas toute la même chose. Et là, une des sections qu'on avait faites, notamment, c'était encore à Québec. À ce moment-là, le gouvernement, le premier ministre, qui était Jacques Parizeau, le premier ministre avait décidé d'avoir une résidence officielle qui était sur la rue des Braves. La rue des Braves à Québec, s'il y a quelqu'un qui vient de Québec, vous allez savoir à quoi je fais référence, c'est la rue des Riches à Québec. C'était à la rue des Riches à ce moment-là. Donc, d'aller manifester direct devant la résidence officielle. Et on avait construit, cette fois-là, on avait déménagé des meubles. On avait pris des meubles et on les avait débarqués devant la résidence du premier ministre, puis on avait fait une marche sur la rue des Braves. Il n'y avait jamais vu ça. Il n'y avait jamais vu ça, une manifestation. Du pauvre monde qui venait manifester dans les rues. C'était une rue qui était interdite. Tu ne peux pas y aller. Entre autres, tu ne peux pas te promener en camion sur cette rue-là. C'était vraiment une rue chic et tranquille, paisible. Là, tu as la grosse manifestation qui débarque, ça les a dérangés. Et c'est le genre de choses qu'on a fait. Et par après, on a fait, effectivement, tu parlais du tribunal populaire. Ça, c'est en 2001, et ça, le hasard a vraiment bien fait les choses. 2001, c'est
on parlait au début des années 2000 d'une crise du logement. On en parle maintenant, mais déjà au début des années 2000, crise du logement dans le sens de rareté de logements locatifs. C'est le FRAPRU qui avait sonné l'alarme à un moment donné pour dire il y a du monde qui vont se retrouver à la rue. On a une liste de 200 ménages, et puis c'était beaucoup des familles avec enfants, 200 familles qui vont se retrouver sans toit au lendemain du 1er juillet si vous ne bougez pas. Donc, il y avait un climat qui était favorable à ça. Et je dis que le hasard nous a bien servi parce qu'à ce moment-là, le ministre des Finances, c'était Bernard Landry. Et le premier ministre, c'était Lucien Bouchard. Sauf que Lucien Bouchard, au moment où on a déjà cédulé l'action, Lucien Bouchard démissionne comme premier ministre et comme chef du Parti québécois. Et la première personne qui lève la main pour le remplacer, c'est Bernard Landry. Donc, on ne s'adressait plus seulement au ministre des Finances, on s'adressait à celui qui allait devenir le premier ministre du Québec, ce qui a été pendant quelques années. Et ça, c'est une action qui avait attiré beaucoup l'attention. C'était un vrai procès, là. On avait travaillé avec une troupe de théâtre, qui est le Théâtre parmi nous, qui est une troupe de théâtre populaire assez connue durant ces années-là. Et il y avait quelqu'un qui représentait Bernard Landry, en plus, il y ressemblait. Et tu avais des avocats de la défense, des procureurs qui accusaient. Et là, on avait fait témoigner tout ça des gens de toutes sortes de groupes. C'était sur la question de la pauvreté, de manière plus générale, qu'on a fait ce tribunal populaire-là. Et ça avait fait vraiment jaser beaucoup dans les médias à ce moment-là. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Merci. J'aimerais peut-être vous entendre par rapport en fait, moi, j'ai appris dans ce livre qu'il y avait eu des rapporteurs de l'ONU qui étaient venus au Québec et au Canada à maintes reprises avec des constats, souvent, en fait, de grandes critiques là, vis-à-vis des politiques fédérales ou québécoises. Est-ce que vous pouvez peut-être nous glisser un mot, notamment sur la question des droits économiques et sociaux? Oui. Là? C'est d'abord, c'est très complexe, l'ONU, mais il y a diverses formes, de divers lieux où tu peux intervenir. Tu as des rapporteurs spéciaux sur différents enjeux, notamment tu as un rapporteur spécial sur la question du logement, ce qu'on appelle le logement convenable dans les termes de l'ONU. Et il est venu au Canada, effectivement, en 2007, si ma mémoire est bonne, et il avait fait un rapport vraiment dévastateur sur les politiques fédérales dans le domaine du logement, en disant, vous avez déjà été parmi les meilleurs pays au monde pour faire du logement, puis maintenant, vous êtes rendu un des pires, et c'est pas parce que vous manquez d'argent. Et donc, le rapport avait... Et nous autres, on avait organisé, quand il était venu à Montréal, dans une maison de sans-abri du centre-ville de Montréal, on avait organisé une audience où il a pu entendre directement des gens témoigner autant de situations de logement, problématiques au niveau du logement, que de questions de l'itinérance. Parce que ça, c'est une chose, c'est le rapporteur spécial. Mais il y a un autre mécanisme qui existe, c'est ce qu'on appelle le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Le Canada et le Québec ont tous les deux ratifié un pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Là-dedans, on reconnaît de façon explicite le droit au logement. Et régulièrement, en fait, je dis régulièrement, mais c'est rendu à peu près aux 10 ans, l'ONU reçoit le Canada et les provinces pour dire, bon, on a un certain nombre de préoccupations dont on nous a fait part et les questionner là-dessus. Et en 98, moi, j'étais allé avec une personne de la Ligue des droits et libertés qui se connaissait pas mal plus que moi dans ce genre de trucs-là, à Genève pour rencontrer le comité. Et avec ce comité-là, bon, on a pu se faire entendre autant en gros groupe par le comité que par individu. Avec les individus, se faisait une forme de lobby, si on peut dire, auprès des... C'est des experts, ces gens-là. Hein, c'est pas des représentants de leur gouvernement. C'est des experts en question de droit. Et là, on leur expliquait les problèmes. Et là, ça faisait en sorte qu'ils pouvaient poser des questions plus pointues. Et toujours est-il que ce premier rapport-là, c'était la première expérience qu'on faisait à cet endroit-là. C'est en 98. Moi, j'étais plutôt pessimiste. Je me disais, ça ne donnera pas grand-chose, mais écoute, on n'a rien à perdre.
sinon notre temps et de l'argent, évidemment, parce qu'il faut que tu te déplaces et aller à Genève. Finalement, on avait été très impressionnés par le rapport qui était sorti. On a réussi, avec ça, à vraiment embarrasser le gouvernement. Et là, on a récidivé à nouveau en 2006 et en 2016. En 2016, d'ailleurs, la personne qui m'accompagnait, c'était quelqu'un de la Rive-Sud, du comité de logement social de la Rive-Sud, qui avait participé à ça, qui avait pu témoigner. Et tu travaillais évidemment avec les groupes du reste du Canada aussi là-dedans. Ça a l'air de rien, mais ça a donné des résultats. Mais évidemment, ça donne des résultats si tu ne fais pas juste ça. Parce que ça, tout ce que ça sert à faire, c'est alimenter ta lutte. Après ça, tu peux dire, regardez, même l'ONU a dit qu'il y avait des conditions inacceptable de logement. Il avait utilisé le terme désastre, urgence nationale. Urgence nationale pour parler de la situation du logement et de l'itinérance. Donc, quand tu reviens ici, tu es capable de dire, c'est une urgence nationale, il sera le temps de vous en occuper. Puis là, tu fais des pressions. Après ça, tu continues à faire des pressions parce que c'est pas juste ça qui fait que tu gagnes. Ça amène un grand poids quand même à vos revendications, puis ça les valide en quelque sorte. J'aimerais peut-être vous amener du côté de la vision du FRAPRU en matière de logement, puis comment est-ce que celle-ci s'oppose peut-être à celle du gouvernement. À la page 49, il y a un extrait du livre vert du gouvernement péquiste qui est cité, qui illustre peut-être la vision de ce gouvernement-là vis-à-vis du logement et, je crois, de tous les gouvernements qui ont suivi, mais vous pourrez rebondir là-dessus, où on dit dans ce rapport, c'est pas à l'État de loger les Québécois, c'est aux Québécois de se loger. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer la différence entre la vision de cet enjeu du logement présente dans ce rapport-là versus celle défendue par le FRAPRU? Bien, la logique des gouvernements, là, j'en ai passé quand même plusieurs pendant le temps que j'ai été au FRAPRU, de toutes sortes de couleurs, là, autant fédérales que provinciales. Leur logique, c'est que se loger, c'est une responsabilité individuelle, ça le dit bien, et que tout ça, ça peut fort bien se faire, sauf pour une petite partie de la population qui a des problèmes particuliers, que ça peut bien se faire par la voie du marché privé de l'habitation. De telle sorte qu'à un moment donné, tu es un locataire du marché privé, tu vas te trouver un logement, tu vas arriver à le payer, puis éventuellement, tu vas accéder à la propriété, là aussi, par le biais du marché privé. Il y a vraiment... On a vraiment là, cette logique-là que le logement, ça passe par le marché et que c'est, dans le fond, on ne le dit jamais comme ça, mais que c'est une marchandise, le logement. Que c'est une marchandise, c'est quelque chose sur lequel il y a des gens qui font du profit, puis c'est bien correct qu'ils fassent du profit avec ça. C'est un avantage mutuel. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Pour une très, 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 très large partie des locataires, le logement, c'est une marchandise. Si tu as les moyens de te le payer, ou encore si tu rentres dans le profil de locataire que le marché veut bien, tu n'as pas trop de problèmes. Mais si tu n'as pas l'argent pour payer ces loyers-là, et maintenant, quand je dis l'argent pour les payer, là, j'arrive plus à la crise actuelle, mais trouvez-vous un logement en bas de 1500 $. 1500 $, il y a à peine quelques années, c'était inimaginable que tu puisses payer tant que ça, avec des revenus que les gens ont, là. Quand tu as des revenus d'aide sociale, des revenus de retraite, quand tu as le Régie des rentes du Québec, puis ta pension de vieillesse, puis peut-être un petit revenu de pension à côté de ça, quand tu as des revenus de travail au salaire minimum, ou même au-dessus du salaire minimum, comment tu fais pour payer ce type de loyer-là? Et ça, cette logique-là, c'est très clair, c'est depuis les débuts, ça a été porté par les gouvernements. Le marché privé ne répond pas aux besoins, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire. La solution au problème de logement ne viendra pas du marché privé de l'habitation. Et c'est là qu'on dit, nous autres, d'abord, le logement, c'est un droit. C'est un droit. Je vous le disais tout à l'heure, le Québec et le Canada ont ratifié un pacte international qui reconnaît que c'est un droit. Il y a le gouvernement canadien, même récemment, a adopté une loi qui reconnaît que le logement, c'est un droit. Un droit, il y a des responsabilités que les États ont pour faire respecter les droits. Ils ont des responsabilités de protéger les droits
Ça veut dire s'assurer qu'il n'y a pas une tierce personne qui nuit au droit au logement. Ben, c'est le cas, entre autres, avec des propriétaires qui offrent des loyers hors de prix ou qui expulsent des locataires. Vous avez peut-être entendu le terme déjà de rénoviction, où tu prends un logement, tu achètes un bloc avec des logements un petit peu maganés, tu dis, je vais faire les rénovations, tu évinces les locataires, tu te donnes une compensation financière au mieux. Dans certains cas, tu accompagnes ça de harcèlement, d'intimidation, de tout ce que tu veux, mais tu réussis à évincer. Bien, tout ça, c'est le rôle de l'État de protéger le droit au logement dans ces temps. Il y a de respecter, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même ne doit pas poser des gestes qui vont à l'encontre du droit au logement. Et il y a de mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des politiques qui fassent en sorte que le droit au logement, ça ne soit pas juste des mots écrits sur un papier, mais que ce soit la réalité pour tout le monde. Et ça, mettre en œuvre, ça veut dire que ça passe notamment par le financement de logements qui échappent à la logique du marché. Ça passe aussi, évidemment, par des mesures de protection des logements locatifs et des locataires qui demeurent dans ces logements-là, entre autres, la question du contrôle des loyers. Vous allez peut-être me dire, ben oui, mais le contrôle des loyers, en tout cas, le gouvernement Legault le dit à tout bout de champ. Il y en a un au Québec, un contrôle des loyers. Mais le contrôle des loyers, ce n'est pas tous les logements qui sont contrôlés à chaque année. Le contrôle des loyers, à chaque année, là, bon an, mal an, là, c'est à peu près 1,5% des logements dont le loyer est contrôlé par ce qu'on appelle maintenant le tribunal administratif du logement. C'est pas beaucoup. On remarque, en lisant votre livre, que le FRAPRU a été sur tous les terrains. C'est d'ailleurs le titre du chapitre 4. Donc, a été sur plusieurs fronts, impliqué d'abord, oui, dans la lutte pour le logement, mais aussi sur des questions de revenus minimum décents, sur des questions, donc, vis-à-vis de toutes les réformes de l'assurance sociale, mais aussi parfois en solidarité avec les luttes autochtones, en solidarité avec des luttes de femmes, contre l'austérité et la privatisation des services publics, notamment avec la coalition Main Rouge, a été présent auprès de comités locaux de logement et de lutte contre la gentrification. Mais aussi, donc peut-être nous dire en fait pourquoi est-ce que c'était important pour vous, pour le FRAPRU, de lutter sur tous ces fronts et de s'allier à différentes luttes. Oui. C'est parce que c'est un tout ça. Hein? Quand je vous disais tout à l'heure que le logement est reconnu dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ce n'est pas le seul droit qui est reconnu. Il y a bien d'autres droits, dont celui à un revenu décent, celui à un travail librement consenti, celui à la syndicalisation. Il y a un pacte sur les droits civils et politiques, par exemple, qui reconnaît le droit de grève, le droit d'association. Ce que tu te rends compte, c'est que tout ça, c'est lié. Si tu as un faible revenu, bien, c'est évident que tu as moins d'argent. C'est une partie du problème. Le coût des loyers est trop élevé, mais les locataires ont pas assez d'argent aussi. Donc, c'est les deux enjeux se tiennent ensemble. Et l'ensemble des enjeux se tiennent. Les droits, c'est qu'ils sont interreliés, les droits. Hein? C'est indépendant et interrelié. Parce que ce qui arrive, je suis allé il y a quelques années faire une enquête, une mission d'observation sur la situation du logement à Gatineau et son impact sur les droits. Ce qu'on se rend compte, c'est quand des gens sont sans abri, quand des gens sont mal logés, bien, ça a des conséquences sur d'autres droits, notamment leur droit à la santé. Évidemment, si à chaque mois tu stresses pour savoir comment tu vas payer ton loyer, c'est pas bien bon pour ta santé mentale. Si tu habites dans un logement où il y a de la moisissure, et Dieu sait que c'est fréquent, bien, là aussi, ça a des conséquences sur ta santé. Mais on s'est rendu compte aussi que ça avait un impact sur bien d'autres droits, allant jusqu'au droit à la vie. Il y a des gens qui décèdent dans la rue. Ça, c'est le droit à la vie qui est en question. Donc, ça va très, 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 très loin, tout ça. Et un de ces droits-là, qu'on s'est rendu compte, notamment quand on a fait au FRAPRU notre propre commission itinérante sur la question du logement, on a fait le tour des 17 régions administratives du Québec, et notamment, on est allé au Nunavik.
chez les Inuits, chez le peuple Inuit. Et chez les Inuits, les conditions de logement sont absolument épouvantables. Il y a des questions de surpeuplement de logement et ça a des conséquences multiples. Tout ça, non seulement les gens sont mal logés, vivent dans ces endroits, mais ça a des conséquences multiples. Et une des conséquences qu'on s'est rendu compte, notamment quand on est passé au lac Simon, qui est en Abitibi, celle-là, parce qu'on a eu des témoignages à cet effet-là, c'est comment tu fais, qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'éducation quand tu habites dans un logement surpeuplé où il y a 15, 16, 17 personnes qui habitent dans une maison là, qui est grand comme le petit carré, là, à partir des colonnes, là, à venir jusqu'ici, là. Pas long, ça. Puis avec un sous-sol qui n'est même pas aménagé, mais où les gens couchent, c'est rendu que on a vu des situations, des gens qui devaient faire un remplacement au cours de la nuit, c'est-à-dire qu'une partie des gens qui étaient couchés, il fallait qu'ils se réveillent pour que d'autres gens qui étaient sortis pendant ce temps-là puissent aller prendre leur place pour achever la nuit. Comment tu fais pour être dans une bonne situation pour étudier par après? C'est quoi que ça veut dire de faire tes travaux scolaires dans une situation comme ça où tu es tous entassés les uns les autres? Dans quelle situation tu es le matin quand tu es obligé de te réveiller en pleine nuit pour donner ta place à un autre pour qu'il puisse se coucher, ou tu as une grande partie de la nuit, tu as marché dans les rues, puis là, tu reviens pour te coucher. Dans quelle situation tu es pour étudier? Fait que c'est évident que tout ça, ça se tient. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas t'occuper juste d'un problème, d'un droit, sans t'occuper des autres, parce que ça voudra bien dire. Et les politiques des gouvernements, en termes quand on parle des politiques d'austérité des gouvernements, d'austérité budgétaire, bien, toutes les coupures qu'il y a, c'est pas juste dans le logement qu'il y a des coupures, c'est dans d'autres aspects, la santé, dans l'éducation, dans la fonction publique, dans toutes sortes de choses, dans les centres de femmes, les centres d'hébergement pour femmes. D'un point de vue, c'est important de faire ces liens-là. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a compris assez vite dans notre histoire et qu'on a continué à faire de telle sorte qu'on a été actifs dans bien des coalitions sur ces enjeux-là, notamment une coalition qui existe toujours, là, qui s'appelle la Coalition Main Rouge. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de la coalition? Bien, c'est une coalition, justement, qui s'est formée contre les politiques budgétaires du gouvernement du Québec. Au début, c'était, vous avez peut-être entendu parler de la grève étudiante de 2012 contre la hausse des frais de scolarité. Bien, ça a été une grève extrêmement, extrêmement importante. Et un des aspects de cette grève-là, c'est qu'elle a réussi à impliquer, contrairement à la majorité des autres grèves étudiantes qui s'est amenée auparavant, ça a réussi à impliquer une grande partie de la population. Et notamment, la Coalition Main Rouge a travaillé à ça pour faire en sorte d'intéresser d'autres gens que des étudiants, du monde qui avait fini depuis longtemps leurs études, mais de dire, ben oui, c'est important qu'on se mobilise là-dessus, parce que si on réussit à freiner le gouvernement là-dessus, ben on se donne des chances qu'on soit capable de le freiner sur d'autres enjeux. Et après ça, ça s'est battu contre les politiques d'austérité. Et là encore, on conteste les choix budgétaires et fiscaux du gouvernement Legault. Gouvernement Legault qui accorde, entre autres, il va y avoir une manifestation lors de la visite des Kings de Los Angeles à Québec pour leur entraînement. Ça s'est fait avec même des fonds publics où tu manques d'argent pour tout. Et là, tu donnes des subventions à des clubs qui, autrement, tu n'as pas à payer pour qu'ils viennent. Eux autres, ils bénéficient de ton infrastructure. Ils bénéficient des avantages que tu leur donnes. Et là, on leur donne des subventions en plus. C'est ça qu'il va y avoir. Je ne me souviens plus de la date, mais c'est au début octobre. 3 octobre, une manifestation à Québec devant le centre Pierre... Ben, c'est pas le centre Pierre 12, c'est comme ça. Le centre Vidéotron lors de la présence des Kings de Los Angeles. C'est pas parce qu'on a eu le hockey, ça n'a rien à voir. Donc, on a parlé des différents fronts du FRAPRU, mais peut-être j'aimerais vous entendre aussi sur certaines solidarités, oui, avec d'autres luttes, mais aussi peut-être à l'international, puis comment est-ce que ça s'articule, cette lutte-là, selon vous? Bien, là aussi, c'est lié. De ça, et ça, on s'en est rendu compte quand même assez tard au FRAPRU. C'est au milieu des années 2000 qu'on a commencé à s'intéresser vraiment de beaucoup aux luttes qui se menaient ailleurs en disant, bien, on a des choses à apprendre de ces luttes-là et eux autres ont des choses à apprendre aussi. Donc, c'est important d'avoir des liens. On est membre d'une coalition internationale qui s'appelle NoVox, qui a été initiée par un groupe français très, très, très actif qui s'appelle Droit au logement.
Puis qui est en lien aussi, il y a beaucoup de groupes africains notamment qui sont là. Il y a des rencontres internationales, il y a des gens qui se déplacent aussi d'un endroit à l'autre, faire des missions d'observation là aussi. Et ça, c'est important dans tout ce qu'on a à faire. C'est autant que c'est important que tu fasses des liens avec les autres luttes qui se mènent ici, autant c'est important qu'il y ait aussi des liens avec des gens qui mènent des batailles ailleurs dans le monde. Parce que les problèmes, évidemment, ils prennent des formes différentes. Là. Je ne vous dis pas que le logement ici puis le logement en Afrique, c'est la même chose. On est dans deux mondes très, très, très différents. Mais toute la question que les gens qui demeurent, les gens à faible revenu, les classes populaires qui n'ont pas le mot à dire, bien, c'est vrai aussi en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso que c'est le cas ici. Merci. J'ai peut-être envie de vous amener graduellement vers la crise actuelle. D'abord, peut-être introduire la nuance entre qu'est-ce qu'une crise? Est-ce que la crise, c'est une rareté de logement ou est-ce que, selon vous, selon Frappus, ça s'étend au-delà de ça? Bien, pour nous autres, on parlait de crise du logement. Je vous disais tout à l'heure, au début des années 2000, il y a eu une grosse pénurie de logements. On est encore là-dedans, puis c'est encore pire. Mais c'est pas juste ça, la crise du logement. Quand des gens n'arrivent pas à payer leur loyer, que tu as des centaines de milliers de ménages qui ont un problème à payer leur loyer, puis je n'exagère pas quand je dis des centaines de milliers, c'est les chiffres officiels là, qui viennent du recensement canadien, parce que tu as une norme, on dit généralement, si tu payes plus que 30 % de tes revenus pour te loger, tu as un problème de logement. Mais il y a des gens qui ne payent pas 50 %. Mais pas 30, mais 50 et même 80 %. Et même des gens qui n'ont même pas de revenus suffisants par eux-mêmes, qu'il faut qu'ils comptent sur des revenus d'ailleurs, de telle sorte que dans les faits, il y a plus que 100 % de leurs revenus qui passent sur le loyer. Et ça, ça aussi, c'est une crise. Quand il y a des évictions massives, soit en raison de non-paiement de loyer, parce que les gens n'arrivent pas à payer leur loyer, ou en raison de phénomènes, comme je vous disais tout à l'heure, de rénoviction ou d'autres phénomènes de gentrification des quartiers populaires. Bien, gentrification, ça veut dire remplacement d'une population par une autre. Et souvent, c'est facilité par des politiques municipales et aussi par des programmes gouvernementaux, ce truc-là. Bien, ça aussi, ça fait partie de la crise du logement. Il y a des auteurs qui disent, dans le fond, c'est pas une crise. On a tort de parler de crise parce que c'est une situation permanente. C'est une désappropriation les locataires, ils sont désappropriés de leurs biens. Vivre dans ta maison, peux-tu dire que c'est un droit? Et tu as droit, dans cette maison-là, tu as droit à la sécurité et tu as droit au respect, à la dignité. Si tu n'as pas ça, ça va mal. De telle sorte que nous autres, on parle de crise dans ce sens-là. Mais ça arrive à des moments donnés, quand il y a des pénuries sévères de logements, comme c'est le cas depuis le début des années 2020, et ce qu'on n'avait pas vécu en 2000. En 2000, la pénurie de logements, elle a d'abord commencé à Montréal et Gatineau. Québec s'est rajouté un petit peu après. Puis après ça, tu as eu Sherbrooke, quelques villes plus dans la région métropolitaine de Montréal, mais c'était ça, l'étendue de cette pénurie-là. Maintenant, là, la pénurie, elle est partout à travers le Québec. Tu as des coins inimaginables. Tu sais, par Rimouski, un taux de logement inoccupé. Le taux normal, c'est censé être 3 % pour que le marché soit considéré comme équilibré. Ça, c'est même pas nous autres qui inventent ça, c'est les gouvernements qui ont dit s'il n'y a pas ça, s'il manque de logement. Bien, 0,2 % à Rimouski. Il y a même des villes, des Laurentides ou de Lanaudière où c'est 0 %. Donc, il n'y a pas un appartement vacant. Comment tu fais quand tu cherches un logement? Mais là, en plus, c'est que là, maintenant, quand il y a des logements qui sont vacants, ils sont beaucoup plus coûteux que les logements qui sont encore habités. Et je vous invite à aller sur un site web qui s'appelle rentals.ca. C'est en anglais, là. Mais rentals.ca, ils vont te dire c'est quoi le loyer. Quand tu cherches un logement dans toutes les grandes villes canadiennes, et notamment, il y a des statistiques sur Montréal, région métropolitaine de Montréal, donc aussi la Rive-Sud ou la Rive-Nord de Montréal, pour Gatineau et Québec. Et je pense maintenant qu'il y a aussi Sherbrooke. Mais toujours est-il que c'est une pénurie qui est vraiment absolue. Et les coûts
de ça, là, maintenant, tu t'en tires pas en bas. Un 4,5 à Montréal, c'est rendu, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 2200 $ en moyenne. Évidemment, il y en a des moins chers, mais ça veut dire qu'il y en a des plus chers aussi. Et ça, c'est quand tu cherches un logement. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez l'occasion de ne pas changer trop souvent de logement, bien, ça évite ce genre de choses-là, parce que souvent, les locataires qui demeurent sur place, bien, leur loyer, il est moins cher. Mais quand, au départ des locataires, quand il y a déménagement, il y a hausse de loyer, c'est clair. J'avais noté ici les hausses de loyer entre 2018 et 2022. Donc, là, on voyait que le loyer mensuel moyen, bien, ça augmente de 25 puis, on a des hausses encore plus marquées pour les logements qui sont présentement sur le marché, c'est-à-dire les logements inoccupés, où là, on était autour de 28 là, à Montréal entre les mêmes années. Donc, c'est ce phénomène-là de... Oui. En fait, se trouver un logement actuellement, c'est... Et tout ça donne lieu à toutes sortes de situations, là. On assiste vraiment à une aggravation du problème de l'itinérance. L'itinérance, n'est pas un problème qui est nouveau. Sauf que là, maintenant, tu as une itinérance. Souvent, on disait, ah, c'est des gens... moi, quand j'étais jeune, des personnes itinérantes, c'était ce qu'on appelait des robineux ou des quêteux. Maintenant, c'est plus ça. Là. Maintenant, tu te retrouves sans logis. C'est pas un choix de vie là, d'être sans logis, loin de là. Mais il y a des campements de sans logis partout, là. Partout à travers le Québec, il y a des campements de sans logis. Il y en a à Rimouski, il y en a à Saint-Georges-de-Beauce. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, il y aurait des campements de sans-abri à Saint-Georges-de-Beauce. C'est pas dans l'imaginaire collectif. À Drummondville, à Victoriaville, à Sherbrooke, à Granby, à Cowansville. Et là, mettez-en, il y en a partout. Et à Longueuil, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour en voir. Vous passez par le chemin Sainte-Foy et un petit peu plus par là-bas, il y a des campements de sans-abri. Puis il y en a probablement ailleurs dans la ville aussi. Oui, une explosion dans certaines régions. Comme j'avais noté, dans votre livre, on voit qu'en Outaouais, bien, la population itinérante visible a triplé. Puis en Montérégie, ça avait doublé là, entre les mêmes années, là, depuis 2018. Mais ce qui est grave aussi, c'est que ça, évidemment, c'est l'itinérance visible. Mais l'itinérance invisible, elle n'est pas moins grave. C'est des gens, là, quand on parle d'itinérance invisible, c'est soit des gens, par exemple, qui habitent... je vous parlais que j'avais été à Gatineau pour une mission d'observation sur les problèmes de logement et d'itinérance. Il y a des familles qui, depuis des mois, vivaient dans des motels, entassés dans une chambre de motel à des fois 7-8 personnes, des fois encore plus que ça. Ça fait partie des gens qui habitent chez des parents, des voisins, des amis. Au début, les gens disent « Ah, bon, on va te dépanner, ça sera pas long. » Mais quand le dépannage dure des mois, on peut se dire qu'à un moment donné, il vient que tu as des tensions au sein de soit des gens de ta famille ou tes amis. Tes amis ne sont plus nécessairement tes amis au bout de cette période-là. Et la situation pire encore, et ça, il y a souvent des groupes de femmes qui en parlent, c'est des femmes victimes de violences conjugales qui n'ont pas d'autre choix que de retourner vivre avec leur conjoint violent, faute de logement ou faute d'hébergement dans des centres sécuritaires, dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est des situations là, qui arrivent, je ne dirais pas quotidiennement, mais qui arrivent très fréquemment. Et ça, la conséquence, bien évidemment, au bout de la ligne, on sait ce que c'est, là, avec le nombre de féminicides qu'il peut y avoir, mais aussi juste de violence. Même si c'est juste du harcèlement psychologique, ça détruit le moral, ça détruit ta santé, ça te plus de sentiment de sécurité. Tu n'es pas en sécurité dans ton propre le logement où tu as déjà habité à tout le monde. Peut-être aller vers les particularités de la crise actuelle. Dans votre ouvrage, vous parlez notamment, vous l'avez déjà évoqué, là, mais cette question de la marchandisation du logement, les rénovictions, l'impact de la présence des Airbnb notamment, mais aussi peut-être rebondir sur la présence des géants de l'immobilier qui semble être, disons, nouveau là, dans le projet. C'est ça. Ça, c'est...
moi, à l'époque où j'ai commencé à m'impliquer, souvent, ce qu'on se faisait dire, c'est le marché du logement au Québec, c'est pas pareil comme ailleurs. C'est des petits propriétaires. Souvent présentés à l'image. Tu es propriétaire de ton logement, tu as 1 ou 2 locataires en haut de chez vous. Habituellement, ça se passe plutôt bien, parce que c'est pas parfait toujours, mais habituellement, ça se passe. C'est l'image que, entre autres, les associations de propriétaires, encore aujourd'hui, véhiculent, de dire, bon, on est dans un marché de petits propriétaires. Et c'est vrai que la grande majorité des propriétaires, au début des années 2000, c'était 88 % des propriétaires qui possédaient moins que 5 logements. Donc, il y a plus de petits propriétaires que de gros. Mais les petits propriétaires, même si tu les mets tous ensemble, le gros des logements, l'important, c'est de savoir qui contrôle le gros des logements. Tu as beau être juste une entreprise. Si tu es une entreprise qui possède 15 000 logements au Québec, bien, ton poids, il est autrement plus important que le propriétaire qui en a un. De ça que cette statistique-là sur le nombre de propriétaires puis le pourcentage que représentent les petits propriétaires, c'est faussé. Ce qu'il faut voir maintenant, puis ça, malheureusement, il n'y a pas de données très à jour là-dessus, c'est que c'est quoi la part qui est contrôlée par des plus gros. Et là, on est rentré dans un univers différent. Là, quand on parle de marchandisation, je vous disais tout à l'heure, ça a toujours été un système capitaliste. Le logement, c'est considéré comme une marchandise. Cela étant dit, il y avait plus de petits joueurs qui possédaient plus de logements. Maintenant, là, tu as des géants de l'immobilier et eux autres, le but, c'est de faire le maximum d'argent le plus rapidement possible. Et là-dedans, tu as toutes sortes d'acteurs et tu as des gens, entre autres, qui ne sont pas juste dans le domaine du logement. Quand on parle de fiscalisation, c'est des compagnies qui, par exemple, c'est pas grave. Des compagnies qui possèdent ou gèrent des milliers de logements. Et ça, c'est coté en bourse. Donc, tu as des actionnaires de tout ça. Et tout le monde veut du rendement. Tout le monde veut du rendement, y compris. Et ça, c'est plus grave encore, parce qu'il y a des fonds de pension, et entre autres des fonds de pension de syndiqués. Je pense, par exemple, au Fonds de solidarité de la FTQ ou à Fonds d'action qui est lié à la CSN, qui, eux autres, c'est l'épargne des travailleurs, puis il faut qu'ils obtiennent du rendement parce que c'est la pension des gens qui est en cause, mais qui se trouve en contradiction, ou souvent, c'est parce qu'ils veulent du rendement, bien, c'est une exigence, il faut qu'il y ait du rendement, Pour avoir du rendement, bien, il faut que tes loyers soient le plus cher possible, et tout ça, ça se fait au détriment du droit au logement, et ça, ce type d'acteur-là devient de plus en plus important. À part, et ça, en plus de ça, tu as des bandits. Vraiment, le terme bandit, je ne sais même pas s'il reflète bien la situation, mais tu as un nommé Henri Zévriev à Montréal, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Henri Zévriev, notamment, on a entendu parler, il y a un film d'ailleurs qui existe là-dessus, avec la résidence pour personnes âgées du Mont-Carmel, où il a acheté une résidence pour personnes âgées, puis quelques mois après l'achat, ça ne devait plus être une résidence personne âgée. Il s'est mis à évincer des gens, à faire en sorte que ça en... Et la bataille, ça a commencé il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, et ça dure toujours. Mais ce gars-là, il fait ça partout. Il l'a fait dans une autre résidence personne âgée à Québec. Il l'a fait dans d'autres résidences à Montréal, mais il le fait aussi dans des immeubles à logement ordinaire. Ce gars-là, il n'y avait rien quand il a commencé. Mais maintenant, il faut croire qu'il y a eu des appuis financiers importants, mais toujours est-il qu'il s'est enrichi, il a fait son argent, puis il s'en vante. Bien, lui, il considère qu'il fait la charité quand il fait ça, parce qu'il loge du monde, mais ça, il fait de l'argent, il fait du cash sur le dos du monde, et au détriment de tous les droits des gens et de toute la situation dans laquelle on les met. Imaginez-vous une personne de 80 ans qu'il faut qu'il s'en aille de chez eux, qui ne sait pas trop ce qu'elle va aller, puis qui est habillé dans cette résidence-là. Ça a des conséquences, tout ça, là. J'ai peut-être aussi envie de vous entendre sur la question. On a parlé de ces évictions-là, mais il y a aussi donc les géants de l'immobilier, mais il y a aussi ce qu'on a appelé les slumlords, dans le fond, la condition les conditions de logement qui sont parfois inadéquates. Bien, c'est sûr. Ça existe depuis longtemps, mais là, souvent, c'est des gros blocs aussi. Et c'est des gros blocs, souvent dans des coins
où les gens sont très vulnérables. Et notamment, je pense à un quartier comme Parc Extension ou Saint-Léonard à Montréal, Montréal-Nord aussi. Ils achètent des gros immeubles à logement. C'est des personnes immigrantes, souvent des personnes qui sont en situation d'illégalité parce qu'ils sont là de manière clandestine. Ces gens-là sont extrêmement, extrêmement vulnérables. Et là, on leur loue vraiment des taudis là, innommables. Les taudis innommables, les meubles, les plafonds qui est tombé en grande partie, la moisissure partout, partout, partout. Ça, c'est ce qu'on appelle les slumlords. L'autre phénomène que tu as nommé tout à l'heure, c'est les Airbnb. Airbnb, c'est une autre chose qui a l'air gentil là, sur papier. Là, tu penses à un voyage, puis là, tu t'en vas louer un logement à l'étranger. Ça coûte moins cher, puis c'est plus sympathique d'aller rester dans une maison que dans un hôtel. Sauf que ça fait perdre, puis c'est vrai au Québec, mais c'est vrai partout dans le monde, ça fait perdre des habitats à des gens qui, autrement, demeureraient là. C'est quand tu prends un logement, tu décides que c'est une location temporaire d'abord. C'est beaucoup plus payant pour l'investisseur, parce que là, c'est au lieu d'être qui loue 1 500 $ par mois, ça peut être 1 500 $ par semaine qui loue son appart. Mais tout ça, là aussi, ça se fait. Puis ça a pris... Il y a des règles maintenant. Au départ, il n'y en avait pas du tout. Il y a certaines règles qui ont été adoptées par le gouvernement du Québec. Les villes adoptent des règles, mais souvent, c'est contourné et ça continue encore, ce truc-là. Alors qu'il manque de logements, ben là, tu perds ces logements-là pour de la location temporaire. Et en des endroits, c'est particulier parce que tu as des endroits où même les locataires savent que quand ils rentrent dans le logement, ça va être juste pour 8 mois. Parce que les mois d'été, ils vont être obligés d'aller se faire voir ailleurs parce qu'il va être mis temporairement en location. Ça se vit, ces situations-là, aux îles de la Madeleine, ça se vit en Gaspésie, ça se vit dans les Laurentides, ça se vit en Estrie. C'est là où il y a des coins touristiques, ce phénomène-là se produit à coup sûr. Donc, c'est différents visages là, de cette crise-là, selon les régions, selon les vulnérabilités des personnes. C'est ça. C'est partout. Et ce n'est pas une question provisoire et ce n'est pas juste une question... Parce que maintenant, la réponse des gouvernements, c'est de dire on va construire. Vous devez l'entendre à tout bout de champ, dire on va construire, on va construire, on va construire. Le gouvernement du Québec vient de sortir une supposée stratégie en habitation où le mot, c'est il faut construire. Tout le monde doit se serrer doit être au coude à coude pour construire. Les locataires au coude à coude avec les propriétaires, les constructeurs, le gouvernement, la chambre de commerce, le conseil du patronat, Alouette, tout le monde doit se serrer les coudes pour construire. Mais tu auras beau construire, si ce que tu construis, c'est pas louable après, ça change quoi? Et là, il y a toutes sortes de théories économiques là-dessus, théories économiques qui s'appellent des théories du ruissellement. Moi, j'entendais, c'est une chose qui n'existe plus beaucoup, mais des percolateurs où tu payes sur un truc puis que ça fait sortir. Donc, c'est dire, ces théories-là économiques tout à fait fumistes disent, oui, mais si tu construis des logements qui sont hors de prix des gens à faible revenu, les gens qui vont aller habiter là, ils libèrent des logements, puis ces logements-là, bien, ils vont pouvoir être loués par des gens qui n'ont pas de logement ou qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Parce qu'on le voyait tout à l'heure quand je vous disais que le coût de location des logements entre ceux qui sont habités, qu'il y a des gens qui habitent là, et ceux qui sont en location, quand tu cherches un appartement, c'est ceux-là auxquels tu as accès, c'est plus du tout le même prix. Ça veut dire que quand les locataires, mettons que c'est vrai que les locataires de ces logements-là vont partir, mais le logement, quand ils vont partir, il ne sera plus au même coût par après. Bien, vous l'avez abordé. J'avais peut-être une petite question sur ce récent virage là, avec l'arrivée de la CAQ, puis peut-être rebondir sur le projet de loi 31 qui maintient là, certaines entraves majeures au droit au logement. Oui, bien, effectivement, il y a la stratégie dont je vous parlais. D'abord, ça fait en sorte que, à un moment donné, le gouvernement Legault, quand il est arrivé au pouvoir en 2018, ne voulait rien savoir du logement social. C'est le premier gouvernement qui disait « Je ne vous annoncerai pas aucun nouveau logement social, mais les logements qui n'avaient pas été réalisés par le passé, qui ont été annoncés par mes prédécesseurs, mais qui ne se sont pas réalisés, je vais réaliser ceux-là. » On parlait de 16 000 logements, puis il s'est dit « Je vais faire ça vite. » Aujourd'hui encore, ils sont même pas encore... Il y en a encore beaucoup de ces 16 000-là qui n'ont pas encore été livrés. Et là, on est rendu 6 ans plus tard, là.
Donc ça, c'est une chose. C'est politique de dire tout ce qu'il faut construire, tout ce qu'il faut, c'est construire, peu importe le coût. Et maintenant, bon, on arrive après l'adoption d'une loi qui s'appelle la loi 31, qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour une raison en particulier, c'est que la loi 31, le projet de loi à ce moment-là, le projet de loi 31 abolissait un droit qui existait auparavant, qui est ce qu'on appelle la cession de bail. C'est-à-dire, on ne l'a pas aboli, ça existe encore. Si vous regardez sur le site du tribunal administratif, cession de bail, vous allez encore trouver ces mots-là. Sauf que maintenant, avant, tu avais le droit, par exemple, une personne parmi vous autres avait le droit de dire, ben moi, je vais céder mon bail à mon... Surtout que l'étudiant, évidemment, tu es là provisoirement. Ben au moment où je vais partir, je vais céder mon bail à quelqu'un que je connais, un autre étudiant, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de loyer. C'était un moyen de débrouille, il y en a peu, mais qu'avaient les locataires pour faire en sorte d'éviter la hausse du coût des loyers. Et les propriétaires, avant, ils avaient le droit de refuser uniquement en raison de motifs sérieux. La loi a été modifiée après une bataille pourtant qui a été longue, mais longue et dure. Mais maintenant, tu peux dire au propriétaire, je veux céder mon bail, mais il a le droit de refuser. Et son droit de refus, ça peut être pour des motifs, et la loi l'écrit comme ça, autre que sérieux. Autre que sérieux, ça veut dire pour des motifs frivoles. Tu peux refuser une cession de bail, mais c'est ce que ça veut dire dans les faits. Et le gouvernement a fait adopter cette loi-là malgré toutes les protestations. Il a maintenu, par contre, d'autres iniquités dans le domaine du logement, notamment quand vous habitez dans un nouveau logement. Un logement qui a été construit il y a moins de 5 ans ou que c'était autre chose qu'un logement locatif et qui s'est devenu un logement locatif dans la période de moins de 5 ans, bien, ces logements-là échappent totalement au contrôle des loyers. Tu n'as pas de contrôle des loyers. Même le petit contrôle des loyers qui existe, il n'existe même pas pour ces logements-là. Et ça, c'était une injustice. Et le moins on aurait pu s'attendre au moment où le gouvernement reconnaît, après avoir dit que ça n'existait pas, la crise du logement, mais le reconnaît qu'il y a une crise du logement, le moins que tu peux t'attendre, c'est qu'il aurait aboli ce truc-là, mais il ne l'a pas aboli. Il n'y a même pas, à un moment donné, il avait jonglé avec l'idée de rétrécir la période, de le mettre 3 ans ou 2 ans. Il n'a même pas fait ça. C'est 5 ans, c'est resté là malgré toutes les protestations. Tu as encore le droit, quoique là, il y a une limitation, d'évincer des locataires pour des motifs que tu veux agrandir le logement, que tu veux le diviser, ton logement, ou tu veux qu'il y ait une autre fonction, tu as le droit d'évincer des locataires. Et ça, la loi le maintient. Sauf que, ça, c'est le résultat d'une lutte, quand je vous dis que les luttes sont importantes. Et souvent, tu as des luttes qui ont été perdantes. Et c'est arrivé dans beaucoup de batailles locales pour le logement, des batailles perdantes qui, en bout de ligne, donnent des résultats positifs. Bien, dans ce cas-là, le gouvernement a accepté, suite à bien des protestations, qu'il y ait un moratoire de 5 ans sur ces évictions-là. C'est quand même un gain qui est majeur. Évidemment, ça va passer vite, 5 ans, puis il va sûrement avoir des moyens de contourner cette interdiction-là, mais il y a un moratoire actuellement. Puis, par ailleurs, on est élargi, parce qu'autrefois, tu avais les personnes de plus de 75 ans qui demeuraient depuis 10 ans dans leur habitat, puis qui avaient un faible revenu, qui pouvaient être exemptés de cette capacité-là d'éviction des propriétaires. Maintenant, bien, ils ont élargi ça. Ils ont baissé l'âge, ils ont baissé le nombre d'années qu'il fallait que tu demeures dans ton logement. Et ils ont rehaussé un peu le plafond de revenus qui permettait de faire ça. Donc, ça, c'est important quand même de... si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous avez un avis d'éviction, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. C'est extrêmement important de contacter son comité logement, voir c'est quoi les recours. Je vous amènerai en conclusion. Donc, on va essayer de garder un peu de temps pour la période de questions. Face à la crise actuelle, quelles seraient les pistes de solutions selon vous, selon le FRAPRU? Pour le FRAPRU, puis pour moi aussi, là, parce que je ne suis plus officiellement au porte-parole du FRAPRU, là, j'ai pris ma retraite officielle en 2016, mais
la grosse bataille et le gros enjeu pour nous autres, ça a toujours été de dire il faut sortir le maximum de logements de la logique du marché privé de l'habitation. Ça veut dire plus de logements sociaux, plus de logements qui sont hors marché, là, qui échappent à la logique dans bien des pays européens, le taux de logement social sur l'ensemble des logements locatifs, c'est 30, 40, 50 et dans un cas, les Pays-Bas, 70 % des logements locatifs, c'est des logements sociaux. On n'est pas pantoute là-dedans. Nous autres, c'est à peu près 11 % des logements au Québec qui sont des logements qui échappent à la logique du marché. Donc, le FRAPRU se bat quasiment depuis sa naissance pour que le nombre de logements sociaux augmente. Et là, maintenant, c'est très clair. L'objectif, c'est ce qu'on appelle la socialisation du parc de logement. Là. Je ne veux pas dire par là que le gouvernement va décider demain matin, on étatise l'ensemble des logements du Québec. C'est pas ça. Mais l'idée, c'est de dire que le logement qui échappe à la logique du profit, ça doit prendre de plus en plus de place dans le marché locatif. Un premier objectif que s'est donné le FRAPRU, c'est de dire, bien, si au moins on montait ça de 11 à 20 % bien, au moins, ça serait plus important. Puis après ça, bien évidemment, la bataille se continuerait pour que ça soit plus que ça. Ça, je vous dirais qu'on n'y échappe pas. Tant que tu vas être dans la logique du profit, pour moi, c'est pas possible que le droit au logement soit pleinement respecté pour l'ensemble des gens. Évidemment, il y a des gens qui vont demeurer locataires pendant ce temps-là. Parce que c'est pas vrai. Quand on dit qu'il y a 11 % des logements locatifs qui sont des logements sociaux, ça veut dire que 89 % c'est des logements où tu fais affaire à des propriétaires et de plus en plus à des géants de l'immobilier. Bien, pour ces gens-là, il faut renforcer les protections légales dont ils bénéficient. Ça veut dire avoir un vrai contrôle des loyers. Vous savez, chaque année, vous savez peut-être pas, mais vous regarderez en tout cas le prochain 1er janvier, le gouvernement, le tribunal administratif du logement annonce des taux d'augmentation. Mais ça, c'est des estimations. Il dit, bon, mettons, pour un logement chauffé par les locataires eux-mêmes, le taux d'augmentation devrait être de 3 %. Quand il dit ça, il donne un conseil à tout le monde. Il lance un message aux propriétaires, vous ne devriez pas faire plus que ça, à moins que vous ayez fait des travaux de rénovation majeure, autrement, ça veut dire plus que ça. Puis il dit aux locataires, bien, si ça n'est pas ça, vous pourriez peut-être refuser l'augmentation. Mais ça ne s'applique pas, ce taux-là. C'est un taux qui est donné comme indication, mais que vous regardez les augmentations de loyer réels qui suivent là, ce mot d'ordre-là, c'est beaucoup plus élevé que ça. Là, on parlait d'une augmentation de 25 % depuis 2018, je pense. 25 % si vous aviez juste cumulé les indices du tribunal administratif du logement, ce serait probablement plus que deux fois moins que ça. Donc, c'est pas ça qui s'applique. Donc, avoir un vrai contrôle des loyers, ça veut dire que toute augmentation de loyer qui dépasse ce pourcentage-là donné par la Régie du logement, bien, le tribunal devrait automatiquement contrôler ces loyers-là. Et là, ça serait pas mal plus efficace. On parle de toute une question à l'heure de registre des baux. Tu peux pas, même si la loi 31, justement, a renforcé un petit peu en disant, bien là, on va serrer à vis les propriétaires parce que c'est une exigence depuis des années. Tu es censé indiquer c'est à quoi le loyer payé par l'ancien locataire. Il y en a qui ne le faisaient pas, bien des propriétaires ne le faisaient pas, ou encore indiquaient un faux loyer. Là, maintenant, tu peux être l'objet de pénalités plus importantes. Cela étant dit, on peut te dire que le loyer, tu ne le connaîtras pas nécessairement beaucoup plus que c'était le cas par le passé de façon fiable. Et ça pourrait, ce problème-là, se corriger par un registre des baux. D'interdire totalement, pas juste un moratoire, mais d'interdire totalement les évictions pour des motifs comme des agrandissements, subdivisions, modifications du logement. C'est une chose qui devrait pouvoir se faire. Bref, il y a beaucoup de choses qui empêchent les Airbnb, empêcher de la discrimination dans le logement. Vous savez, quand tu cherches un logement, il y a des gens qui sont plus en difficulté que d'autres en raison de c'est quoi leur statut social. Si on tue, par exemple, à l'aide sociale, ce qui est souvent très mal vu par des propriétaires qui peuvent refuser à des gens qui appartiennent à des minorités, surtout si c'est des minorités visibles, et des familles monoparentales, des familles avec enfants, souvent qui refusent sur le Beaulieu, il y a trop d'enfants,
ou puis des fois, c'est des motifs d'âge, mais dans les deux sens. Tu es trop jeune, tu ne seras pas responsable, ou tu es trop vieux, il pourra venir des ambulances à tout bout de champ chez vous. Puis ça va déranger mon voisinage. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tu peux refuser un logement. Tout ça. Et c'est quoi tes recours? Tu peux te plaindre à la Commission des droits de la personne. Des fois, ça donne des résultats. C'est long, mais des fois, ça donne des résultats. Mais tu as besoin d'un logement dans l'immédiat. Si tu le fais refuser dans l'immédiat, ta principale préoccupation, c'est de t'en trouver un autre logement. Et dans certains cas, c'est extrêmement difficile. Merci. Mais bref, c'est le genre de choses. Évidemment, en allant de pair avec une hausse des revenus des gens, entre autres des hausses à l'aide sociale et des hausses du salaire minimum aussi. Absolument, ça pourrait aider à la situation. Donc, merci, M. Saillant, pour votre regard sur la situation. On a encore du temps pour quelques questions. Est-ce qu'on prendrait les questions de la salle? Donc, on a un micro à l'avant. Tantôt, vous avez parlé par rapport à un événement qui est arrivé en 1994 par rapport à Lucien Bouchard. Est-ce que vous pensez que le référendum qu'on a perdu à ce moment-là aurait eu à voir avec le fait qu'il n'y a pas eu de financement sur les logements sociaux? Il n'y a pas de lien direct avec le fait que le fédéral s'est retiré. Là. Ça, c'est pas pour ces raisons-là qu'il s'est retiré. Il n'y avait aucune province qui avait demandé, d'ailleurs, de se retirer. C'était une décision purement budgétaire. Le gouvernement, à ce moment-là, on faisait affaire, puis depuis des années, on entendait parler de lutte au déficit, que la dette devenait de plus en plus importante. Puis il y a eu un virage au début des années 90 qui a été entamé par le gouvernement progressiste conservateur, c'est comme ça que ça s'appelait dans le temps, ça ne voulait rien dire. Et puis après, par le gouvernement libéral, de dire qu'il faut réduire les dépenses publiques, et ils ont réduit dans un paquet de domaines sociaux, notamment dans les transferts aux provinces, notamment pour l'aide sociale, la santé, l'éducation. Ils ont coupé dans l'assurance-emploi, ils ont restreint, ils ont changé les règles à l'assurance-emploi pour qu'ils soient de plus en plus restreints. Et là-dedans, le logement y a passé. Si le référendum avait été gagnant, est-ce que ça aurait changé des choses? Évidemment, c'est difficile à dire. À l'époque, le FRAPRI, c'est la seule fois qu'on a pris position lors d'un référendum. On se disait pour le oui au référendum parce qu'on disait l'inacceptable, on ne peut pas rester dans une situation inacceptable dans laquelle on est, et c'est le statu quo. Donc, voter non, pour nous autres, ça voulait dire le statu quo. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est des changements. Mais pas juste des changements au niveau national, pas juste avoir un État où on protège mieux le français, mais d'avoir un État qui agit différemment aussi, où il y a plus de justice sociale, où on dira maintenant, parce que les temps ont évolué, où on se préoccupe vraiment de la crise climatique, un État qui est vraiment plus au service du monde et de la nature qu'au service des dirigeants, des possédants, comme c'était le cas à venir jusqu'à date, comme c'est encore le cas. Là. Donc, à cette époque-là, on a misé là-dessus. Qu'est-ce qu'on fera maintenant? Je ne peux pas vous dire. On n'est pas encore là-dedans. La question va se poser, mais je ne serai pas là pour y répondre. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Si ce n'est pas le cas, on va passer au tirage. Alors, mais avant de se faire, on va quand même applaudir notre invité et le remercier là, pour sa participation.